À la hauteur de Québec, l'hiver, les glaces flottantes sont ballottées sans fin sur le fleuve. De décembre à mars, elles glissent lentement d'amont en aval, d'aval en amont. C'est le flux et le reflux des marées. Il m'est arrivé souvent d'observer cette oscillation lorsque je me tenais près de l'embarcadère. Un balancement qui s'inscrit dans la mémoire du corps, tout comme les traversées entre les deux rives, le va-et-vient quotidien de ceux qui habitent en face de la vieille capitale. C'est un extrait du roman « Le bruit sourd des glaces ». Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre Claire Boulay, écrivaine, parce que poète, autrice Oh! Faut dire que le terme n'est pas très apprécié par mon invité, mais enfin, alors, auteur de plusieurs livres et artiste avec une belle... un beau voyage intérieur à travers le temps. Alors, je vous invite donc à faire sa connaissance avec moi. Bienvenue à l'émission Mosaïque, votre émission culturelle, qui vous parvient donc toujours de la maison Félix Leclerc. Alors, bonjour Claire, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Je suis tout à fait bien ce matin. Bon, génial, génial, génial. Alors, un peu comme en mon habitude, j'aime ça que les gens découvrent l'auteur, un petit peu son histoire, d'où il vient, c'est quoi son trajet de vie, qu'est-ce qui l'amène à créer, tout ça. Alors, on va commencer tout simplement en te posant la question à savoir d'où es-tu? Est-ce que... Je suis doublement québécoise, donc du Québec et de Québec, donc née dans la ville de Québec, d'où le fleuve, d'où mon intérêt pour le fleuve. J'ai toujours eu le fleuve sous les yeux. Je fréquentais le bon vieux monastère des Ursulines durant mon secondaire, donc je me promenais souvent. J'avais ça. C'est resté dans ma mémoire, c'est resté dans mon ADN, je dirais. J'ai donc étudié en lettres à Québec, un peu plus tard à Montréal. Et puis, finalement, les lettres m'ont conduit à avoir une carrière en enseignement au collégial. Et puis, j'ai voyagé, j'ai enseigné dans plusieurs villes. Oui, c'est ça. Alors, bon, je sais que tes dernières années d'enseignement, c'était à Gatineau, mais tu as quand même... J'ai passé beaucoup de temps à Gatineau. C'était ça a été vraiment le plus long espace de temps, le plus long. Comment je pourrais dire, c'est là où vraiment beaucoup de choses se sont passées pour moi parce que j'ai pu, tout en enseignant, j'ai pu suivre des cours à l'École d'art d'Ottawa. Et puis, à l'intérieur de ça, j'ai fait une pause d'1 an en France dans le cadre d'un échange entre enseignants. Ça ne me concernait pas, ça concernait mon conjoint. Donc, moi, j'étais libre. Donc, j'ai suivi des cours à l'École d'art de Besançon. Ah. Et puis, donc, j'ai vraiment eu une belle pause à ce moment-là. Et je me suis initiée à des médias différents, dont l'acrylique, et j'étais en aquarelle à l'époque. Et puis, voilà, ça m'a reconduit au retour à me remettre plus sérieusement à des cours à l'École d'art d'Ottawa. Alors, j'ai fait ça tout le long de ma carrière en enseignement, avec des pauses, bien sûr. Ça me faisait énormément de bien, je dois dire. Tu veux dire que la pratique de l'art visuel, c'était comme une espèce de respiration dans ta vie d'enseignante? Tout à fait. Le mot respiration bien choisi, ça me donnait beaucoup d'oxygène. Ouais. Disons que j'ai tout fait dans les corridors du cégep. Ah, tu étais au cégep, c'est ça? Tu enseignais donc... J'enseignais au cégep de l'Outaouais. Donc, la littérature française. Oui. Oui. Que j'avais enseigné préalablement. J'avais fait un saut dans la région du Saguenay. Donc, j'ai enseigné 4 ans dans la région du Saguenay avant de revenir à Montréal pour poursuivre des études en lettres, en fait. Okay. Au cégep de Chicoutimi? De Jonquière. Jonquière. De Jonquière. Okay. Voilà. Ouais, okay. Et puis, voilà. J'avais fait aussi avant un saut assez curieux dans le bas du fleuve à Rivière-du-Loup, qui était la ville natale, en fait, de ma mère.
et la ville de mes ancêtres maternels. Le bas du fleuve, c'est vraiment le coin où je suis toujours revenue parce que c'est vraiment mon chemin. Oui, c'est mon chemin de vie. Oui. OK. Oui. Mais tu dis un peu étrange à Rivière-du-Loup. Ah, parce que j'enseignais dans une école de métier qui OK. était très, très, très dure. Mais ce fut une expérience qui m'a beaucoup inspirée dans les lieux avec le fleuve, mais aussi à l'intérieur de ce milieu-là. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et puis, j'en ai parlé dans mon recueil Maison ouverte. OK. Ça s'appelle La ville et le vent. C'est une nouvelle... ouais. Ah, OK, parce qu'on n'imagine pas dans une école de métier, on donne des cours de littérature. Eh oui, oui, pas beaucoup, mais un peu. OK. Oui, j'ai donné des cours, j'ai réussi à faire lire Le Survenant. Et puis, j'enseignais à des gens qui étaient en diesel et puis en plombe, en toutes sortes de métiers. Leur attention doit être difficile à maintenir. Il y avait il y avait des gens qui étaient rétifs là-dedans. C'était des gros gars costauds, puis j'avoue que je me sentais pas très... Moi, t'es une toute petite femme, c'est ça? C'est vrai? Bon, mais j'ai affronté, et ça m'a apporté beaucoup, je dois dire. C'était beaucoup de résistance. Il fallait de la résilience. Mais est-ce que là-dedans, est-ce qu'il y a eu des choses comme un peu exceptionnelles, des étudiants qui tout à coup peut-être éveillés? Quelques-uns sont devenus mes complices. Ah, Il y avait il y avait des gens, il y avait des garçons. Il y en avait sur la Côte-Nord qui venaient étudier à Rivière-du-Loup, mais avec qui j'ai eu des belles conversations, même dans un café. Bon, c'est une petite anecdote, là, mais le garçon en question me disait... Il regardait un peu à gauche, puis un peu à droite, puis il surveillait la porte du café, puis finalement, il m'a dit « J'espère qu'il n'y en a pas un qui va venir me voir avec vous ici, là, parce que je suis un gars fini. » Oh! Alors, c'était vraiment un milieu, là, bon, la maîtresse d'école, hein? Moi, j'étais la maîtresse d'école, et puis c'était pas trop... bon. Alors voilà, c'était une chose que je rapporte parce que puisque je l'ai vécu intensément et puis que ça m'a inspiré, j'en ai gardé beaucoup un souvenir assez... oui. Donc, le fleuve, j'ai beaucoup aimé c'était sur les hauteurs. J'habitais à un moment donné en haut d'une grosse côte et c'est comme l'école se trouvait en bas. C'était... Ta fin de journée, ça demande un certain effort. Il ventait très fort. C'est une ville venteuse. Ben oui, c'est le bord du fleuve. Ça s'appelle La ville et le vent. Et puis là, pour monter, là, j'avais l'impression, le vent, quand ça venait du fleuve, c'était bien, ça poussait dans le dos. Alors, ça aidait la montée. Quand ça venait des terres, c'était très dur parce que c'était de vent. Et puis l'hiver, le vent froid. Oui, c'est l'hiver humide et tout ça. Alors voilà, ça c'est une expérience que... Et ensuite, le Saguenay. Alors, c'était le Saguenay, c'était un autre lieu qui m'a inspiré, le Saguenay, la rivière. Bien, c'est ça, c'est un autre cours d'eau important. Là. Alors, moi, les rivières, j'ai vraiment un grand attachement pour les rivières. Oui. Puis là, tu es dans la région ici où il y a quand même pas mal de cours d'eau. Même si toi, tu n'habites pas la une rivière ville des au bord Outaouais de l'eau. est là. Elle est là. Oui. C'est la même rivière où j'étais à Gatineau. Et que je traversais constamment pour aller à Ottawa et la rivière Gatineau aussi, bien sûr. Donc, non, au Québec, on n'est pas privé de cours d'eau. Non, mais à l'origine, c'était plutôt un lac. Tout ce que j'ai écrit, en fait, a toujours été baigné beaucoup dans la poésie. La poésie, l'instant poétique, ça a toujours été, pour moi, le départ de quelque chose. Les lieux sont le départ. Les lieux façonnent les personnages, mais au tout début, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit quand même assez jeune, c'est vraiment un lac où j'allais l'été, chez mon oncle, au lac Édouard, qui est situé à peu près, je dirais, peut-être 45 minutes de La Tuque, la ville de La Tuque, dans la Haute-Mauricie. Alors là, pour moi, c'était la poésie. Le lac, là, c'est vraiment les oiseaux que j'ai appris à connaître là-bas. Ensuite, c'est un beau grand lac, extrêmement pur,
Ça l'était, en tout cas, à ce l'époque? moment-là. Ouais. Et puis, c'était mon aventure d'adolescence. J'ai commencé peut-être vers l'âge de 12-13 ans à aller régulièrement tout l'été avec ma cousine du même âge. OK. Et c'était des moments... c'est vraiment le lieu où la poésie a commencé. OK. Et c'est la nature, le lac. Ensuite, il y avait des rivières autour. La fameuse rivière Batiscan qui se rend, en fait, jusqu'au fleuve. Ouais. Et moi, je partais en canot avec mon cousin. On allait à la pêche. Et puis, tout ça est là. Tout ça est là. Tout ça a commencé là. Puis ça s'est poursuivi. Donc, mon premier rapport au monde, moi, c'est la nature et c'est la poésie. Donc, en fin de compte, la ville, parce que quand même, tu es né à Québec, là, c'est pas... Il y a des lieux de la ville, oui, Ouais. la ville, parce que la vieille ville de Québec, c'est le fleuve aussi. Ouais. Donc, oui, ça me absolument. manque. C'est l'idée que j'entendais les bateaux, j'entendais des... C'était un son qui m'a toujours beaucoup ému, le son des bateaux, les sirènes de bateaux. Ouais. Je les entendais, puis même des fois, même loin du fleuve, on les entend dans le brouillard, là. C'est des sirènes très fortes, donc on les entend. Et ça, c'est resté pour moi. Moi, je me disais toujours, je suis dans une ville portuaire, et les bateaux passent, et puis parce que le fleuve est là. Ouais. Ça a toujours été dans ma tête. Puis c'est tellement joli, regarder le fleuve. Tu sais, sur la côte, quand tu regardes tous les petits voiliers qui se promènent, là, tu sais, c'est très vivant, hein. C'est poétique, c'est vrai. Bien, le fleuve, c'est la coupure. C'est une espèce de grande fissure dans la province. On est vraiment traversé par le fleuve. Ouais. Et puis, je crois que c'est psychologique aussi. On a l'impression c'est toujours la rive nord, la rive sud. Ouais. Il y a des ponts. Et Montréal est une île au bout de ça. Mais en réalité, pour moi, le fleuve, c'est sûr que c'est plus Québec. C'est plus quand ça s'ouvre pour devenir un estuaire. Et c'est vraiment une drôle de configuration géographique. Ouais. Donc, Ouais, la géographie, pour moi, fondamentale. La géographie, dans mes écrits, toujours. Et puis l'histoire aussi. J'ai toujours imaginé le fleuve avec Jacques Cartier qui arrivait. Alors, c'est l'histoire, c'est la découverte. C'est vrai, on Ouais. arrive par là, dans le territoire. J'ai Puis toujours... de toute façon, toute la vie est concentrée le long du fleuve, pratiquement. Ou en tout cas, au moins le fleuve, puis les cours d'eau principaux autour. La vie, les premiers établissements, tous les villages ont été construits le long du fleuve et le long des rivières. Alors, Oui, absolument. mais d'abord, le long du fleuve, la vallée du Saint-Laurent, c'est sûr. Alors voilà, je suis fascinée par mes sources d'inspiration, c'est fondamentalement sont géographiques. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas inspirée par les milieux urbains, mais il y a toujours une connexion avec l'eau, dans une certaine mesure, puisque les villes sont construites au bord de l'eau souvent, ou d'un lac, mais la plupart du temps au bord des rivières. Mais ta production littéraire est plutôt poétique que romancière, disons. Je ne sais pas si c'est le bon terme. À un moment donné, après avoir écrit le premier recueil, qui est Poreuses frontières, qui retraçait un peu cette découverte là, de la poésie et de l'enfance, le début de l'adolescence au lac où je me trouvais chaque été. Il y a beaucoup de ça dans Poreuses frontières. Il y a autre chose aussi. Il y a le Nord déjà. Donc, une autre source d'inspiration, c'est aussi le Nord. Et c'est... je ne sais pas pourquoi. Quand on parle du Nord, tu veux dire quoi? Moi, c'est le Nord, pas le Grand Nord, mais le Petit Nord. Donc, le fleuve est nordique, hein? Le fleuve est très froid. Ouais. Il vient du nord-est. Ouais. Il nous refroidit beaucoup. Ouais. Il y a la baie du Thon qui s'enfonce dans les terres. Ouais. Alors, tout ça nous refroidit. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette impression qu'on était un peuple nordique, peut-être plus ou moins latin, et bien, de nos origines, jusqu'à un certain point, mais nordique. On a une nature nordique. Et ça ne prend pas de temps avant que les chênes et les érables, les arbres qui sont plus au sud deviennent
des pinaies, plutôt des sapinières et un terrain de conifères. Là, oui, ça devient une forêt boréale, rapidement. Ouais. Et ensuite, une taïga, la taïga. C'est pour ça que j'ai voulu faire un voyage à la baie James pour voir à quoi ça ressemblait la taïga. OK, ça, c'est ton nord. Okay. Ça, c'est mon nord. OK, c'est ton nord. C'est mon nord. Je ne suis pas allée plus au nord que ce nord-là. Bien, c'est déjà pas mal. Je veux dire, on a fait ça. On habitait à Gatineau et puis on a pris vers Maniwaki. On a continué. Puis moi, dans ma tête, je voyais ça, cette route-là qui montait vers le nord. J'aurais pu continuer. Et c'était toute une aventure que d'arriver là et de parcourir cette nature rabotée, parce que les glaciers ont vraiment raboté. C'est des petites montagnes, des petites collines, et la forêt boréale, et ensuite une forêt plus espacée avec des lichens. Et ça, je voulais voir ça. Ouais. J'avais déjà été sur la Côte-Nord, j'avais été déjà au Labrador, dans un précédent voyage. Mais je voulais voir cette nature-là. Et puis, pendant que j'ai fait ce voyage-là, j'avais pris des photos, j'avais pris des notes. Et puis, j'étudiais, à l'époque, je prenais un cours sur fabrication du papier à l'École d'art d'Ottawa. J'avais appris ils appelaient ça en anglais pulp painting, alors de la peinture sur du papier qui n'est pas encore devenu du papier, en fait, qui est encore mou. Qui est encore... Mais tu faisais ton papier à partir de quoi? À partir du coton. Ah, wow, OK. À partir du coton, des fibres de coton, dont on fait les cordages. Donc, en anglais, j'ai le mot hemp. Ah, c'est pas bon. Bon, mais chanvre. Chanvre, merci. Chanvre. Donc, voilà, j'étais passionnée par ça. J'ai été absolument conquise par ce médium. Et ça a donné des œuvres très texturées et qui ressemblaient à des lichens, qui ressemblaient à de la neige, qui ressemblaient à des étendues nordiques. Et voilà le livre en question que j'ai illustré avec... Calendrier des terres froides. Des terres froides, c'est ça. Okay. Et le calendrier des terres froides est inspiré, donc, du Nord, carrément, de la vie des Inuits, de l'arrivée des Inuits, finalement... Il y a des siècles passés au Nord, de leur vie, et en même temps, des voyages qui se sont effectués pour découvrir le fameux passage du Nord-Ouest. Ouais. Donc, l'histoire est là. L'histoire de Franklin, dont les navires se sont coincés dans les glaces au milieu du 19e siècle. Ouais. Ça me fascinait. Puis c'est aussi très métaphorique. Il y a aussi le Nord et le lieu où les ruptures amoureuses ont lieu, où une rupture amoureuse nous conduit à imaginer le Nord comme... Mais parce que c'est quelque chose que tu as vécu... Pas moi. C'est pourquoi tu associes rupture amoureuse j'ai associé rupture amoureuse au Nord parce que j'ai toujours eu l'impression qu'une rupture nous donnait très froid. Qu'il y avait quelque chose qui se cristallisait, que ce qu'on avait vécu auparavant, dans la chaleur des passions et tout ça, se rigidifiait, se cristallisait, et ça me faisait penser au Nord. Et c'est pas forcément mes ruptures, quoique on a tous, je pense, on a tous vécu eu des peines d'amour. Oui. Pour revenir au passé et des confidences qui m'ont été faites aussi. J'écris beaucoup. Je suis inspirée par des conversations, des confidences et des choses assez déchirantes quelquefois. Et ça m'a inspirée. Donc, c'est un peu métaphorique. Donc, le Nord est vraiment une métaphore d'une rupture, mais aussi d'un désir de se nettoyer, finalement, de s'affranchir des chagrins et puis de retrouver une sorte de pureté, de transparence qui pourrait ressembler à de la glace, mais pas forcément pour se déshumaniser, mais au contraire, pour s'humaniser, pour aller visiter un endroit qui est tellement loin de notre vécu, qui est la terre des Inuits, finalement. Mais c'est drôle, hein, parce que tu parles de rupture, tu parles du Nord comme terre de rupture, puis précédemment, dans notre conversation, on parlait du fleuve comme d'une rupture dans le territoire.
Alors, le thème de la rupture, est-ce que c'est un thème là, récurrent dans ton travail? Elle est beaucoup là. Il y a aussi des ruptures de vie, c'est-à-dire qu'une personne décide que sa vie n'a plus de sens, et puis ça passe ou ça casse. Alors, la cassure intervient, et puis elle reprend une autre vie, quoi. Comme dans Maison ouverte, c'est une agente immobilière qui n'arrive pas à vendre ses maisons. Oui. Il y a un petit côté satirique aussi, parce que dans mes rêves, il y avait toujours une maison. Il y a toujours des maisons qui réapparaissent dans mes rêves, encore maintenant. C'est un symbole puissant, la maison, il faut bien l'avouer. Le symbole de la maison, qui est l'étage, les étages, là, des étages au-dessus, qui représentent un petit peu notre psyché, finalement. Oui, c'est ça, le conscient, le subconscient. Donc, j'ai imaginé, dans le côté métaphore, enfin, il fallait que je fasse agir un personnage. C'était mes premières nouvelles. Et il fallait que j'incarne, même si j'étais encore en poésie, il fallait que je fasse bouger des personnages dans le temps. Il fallait que j'introduise le temps dans mon écriture. L'intrigue, comme je ne suis pas une conteuse, l'intrigue est toujours l'aspect le plus difficile pour moi. J'ai beaucoup... L'intrigue se met en place à travers les lieux et les personnages. C'est les lieux qui vont nourrir le personnage, et le personnage, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, il faut qu'il lui arrive des choses, et la maison va être le prétexte à établir chez le personnage cette fonction qu'il va avoir, par exemple, dans cette nouvelle-là, Maison ouverte, qui est la première nouvelle du recueil, qu'elle sera une agente, mais une agente... une agente qui n'arrive pas à vendre parce qu'elle n'est pas assez, je dirais, entreprenante, et elle n'est pas assez biaisée aussi pour faire des petites choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Parce que tu penses que ça fait non, mais un peu partie du métier. Il y a une compétition féroce. Il y avait, je ne sais plus si c'est la même chose aujourd'hui, mais j'ai recueilli les confidences d'agents immobiliers qui m'ont raconté des trucs incroyables. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile où il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup des petites liaisons avec l'un et l'autre, ou avec le patron, et il y a des choses qui se passent, et puis voilà. Je pense que, en tout cas, peut-être que on n'a pas l'expérience de tout le milieu, mais ça semble être quelque chose qui se passe dans pas mal d'endroits. C'est ça, j'ai eu des confidences, et puis je voyais les pancartes à vendre. Claire, je t'arrête là, parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la différence entre la poésie puis le roman, puis de la temporalité. Oui, bien justement, la temporalité, c'est un élément du roman et de la nouvelle. Oui, mais c'est pas du tout la même chose en poésie. Non, il n'y a pas de... Le temps ne s'exprime pas de la même façon. Non, il n'y a pas de temporalité en poésie. Ouais, il y a un temps qui est flottant, il y a un présent. En fait, la poésie, c'est un présent constant. On a peut-être des allusions, mais... De toute façon, l'instant poétique, c'est vraiment une immersion totale dans le présent, avec tous ses sens, vue, ouïe, odeur et tout. Donc, ça mène à tenter de traduire cette immersion-là dans des mots qui vont être assez sonores et assez évocateurs et assez... qui vont vraiment recréer ce moment-là de poétique, de l'instant poétique. Alors que on prolonge ça. Il y a de la poésie aussi dans la prose, il y a de la poésie dans la fiction, mais on doit prolonger ce moment-là, mais on doit le faire agir dans la temporalité. Alors, il faut mettre... une action quelconque. Une action. Il faut mettre une action, une origine au personnage. Il faut quand même, sans être Balzac, je suis très, très loin de la méthode balzacienne, mais il faut quand même le faire agir. Et puis, dans la nouvelle, par contre, ce qui fait le lien entre la nouvelle et la poésie, avant de passer au roman, c'est le fait que la nouvelle cristallise des moments, par contre. Il y a une évolution, il y a de la temporalité, mais ces moments-là sont quelquefois successifs. Ils ne sont pas forcément reliés d'une façon aussi serrée que dans un roman.
OK, c'est pas... La nouvelle, c'est pas un moment court, là? C'est un moment assez court, en général. On peut pas... Je me vois pas en train de faire évoluer un personnage dans les années comme je l'ai fait dans Le Bruisseau des glaces. Alors, Tu sais qu'on est déjà au bout de notre conversation. C'est incroyable. Hein? Mais j'aimerais ça que tu me parles de tes projets. Sur quoi tu travailles? Bien là, je travaille encore en poésie. J'ai terminé, ou à peu près, un recueil autour du thème. Il y a encore le Nord. Il y a encore les Inuits, il y a encore... mais là, du côté de la perte de repères et de la reconstruction d'une identité culturelle chez les Inuits. Ça c'est la thématique parce que tu as eu l'occasion d'être confronté à cette acculturation ou perte de repères culturels. J'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de recherches sur la situation actuelle des villages au Nunavik et la façon dont les gens vivent et comment ils vivent leur communauté, dans leur communauté, qu'est-ce qui se passe et l'aspect négatif. Je ne veux pas inciter trop là-dessus parce que je sais que les gens veulent justement sortir de cette l'impression de dépossession qu'ils vivent de leur culture ancienne et la reconstruction de ça à travers le recours à des activités comme, le traîneau à chien est remisé depuis longtemps. Il y a des... il y a en motoneige. Voilà. Et puis, donc, il y en a qui veulent revenir à la pêche ancienne, aux courses en traîneau. Ils vont faire des sports. Ils vont faire un sport, une activité ça sert beaucoup aux touristes aussi. Ça fait aux touristes, mais aussi, il y a des jeunes, il y a plusieurs jeunes idéalistes et Claire, on est obligé de s'arrêter là. C'est fâcheux, là. Non, mais là, on a fait un petit tour. Oui, puis on voit un peu ton univers, puis tout ça, puis en tout cas, on te remercie d'avoir partagé ça avec nous, puis j'espère que vous, auditeurs, découvrirez le travail de Claire, qui est très touchant. Moi, j'ai lu plusieurs de ses poèmes, puis pas de roman. J'ai pas lu tes nouvelles, mais par contre... Alors, c'était encore une belle rencontre qu'on a faite ensemble avec l'écrivaine Claire Boulay. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous, puis je vous invite à revenir avec nous la semaine prochaine pour... un nouvel épisode, dirions-nous, une nouvelle rencontre qui est toujours enrichissante avec un créateur ou quelqu'un du monde de la culture de notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Alors, je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, Stéphane. Salut, ici Marjorie Vallée. Je tiens à vous dire que c'est important de continuer à encourager nos entreprises locales. En plus, la plupart d'entre elles continuent à offrir des produits et des services en ligne et par téléphone livrés chez vous et sans contact. Vous vous dirigez sur le site web achatlocalvs.com et vous allez trouver tous les outils pour consommer chez nous, pour consommer local. C'est important pour moi de faire ma part et d'encourager la diversité économique de ma région. Et vous, le faites-vous?